Pierre, bonjour. Bonjour Roger. Dans l'esprit du film que je désire faire, c'est de travailler surtout sur le souvenir de l'enfance, sur le souvenir du passé. Je suis né en 1931, au mois En d'octobre. 31, oui. C'est ici, à la ferme de la Guignardet, qu'habitaient mes parents autrefois. Et c'est de là que je suis parti à l'école. C'était devait être en avril, parce que c'était après les vacances de Pâques, en avril 1936. En arrivant au bourg de Guipry, la première chose qu'il m'a dit, on va aller chez Marie-Ange Billard, je vais t'acheter une paire d'espadrilles. J'ai donc essayé une paire d'espadrilles chez Marie-Ange Billard, qui était marchande de chaussures, et je suis allé à l'école. Alors c'était à l'école, et c'était l'école Saint-Michel d'aujourd'hui. Elle était, je ne vais pas dire qu'elle était mixte, c'était l'école privée des filles, Oui. mais les enfants de, comment je veux dire, tout petits, étaient accueillis dans une classe, et c'était une sœur qui s'en occupait. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Et le soir, eh bien, je suis rentré à la maison, Oui. je veux dire, les larmes presque dans les yeux. Et mon père m'a dit, parce que ma mère était très malade à ce moment-là, elle ne pouvait même plus se lever, la pauvre. Et alors, mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu as à pleurer? Qu'est-ce qu'il te raconte? Pourquoi? Oh, il dit, papa, tu sais, j'ai vu la bonne sœur là-bas, tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Eh bien, elle m'a dit, si tu es sage, le samedi, tu auras la croix. Alors moi, je ne vais pas porter la croix, tu te rends compte, des gros trucs comme ça? Mais je ne suis pas capable de la porter, moi, la croix. Alors, il m'a dit, non, c'est pas ça. C'est une petite récompense que tu auras un beau ruban avec une médaille au bout, tu seras accroché sur ta blouse, et c'est tout, la croix. Ah bon, j'ai été rassuré quand même, tu vois. J'ai été rassuré, et après, ben, j'ai pas eu de problème pour aller jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'au début juillet, ça c'était 1936. Tous les matins, mon père m'emmenait au village à côté, à la Chopinet, non, à la Boitelet plus exactement, et c'était Amélie Fralin, une fille de fermier qui était là, qui allait à l'école, qui était beaucoup plus grande que moi, qui devait avoir 13-14 ans, elle, qui m'emmenait à l'école et qui me ramenait le soir, mais le soir elle me ramenait directement à la ferme chez mes parents. Voilà comment ça s'est passé. Ça, cette histoire-là, je ne garde pas un mauvais souvenir de ces premiers contacts avec l'école, au contraire. En 1936, après déjà même un mois avant le décès de ma mère, qui est décédée le 18 août 1936, mon père m'avait amené chez ma marraine qui habitait ici, dans cette maison-là. Et je suis resté pendant 2 ans avec ma marraine ici, jusqu'à la mort de mon père, date à laquelle je suis parti chez mon tuteur, c'est-à-dire mon oncle qui habitait les Ourmes au bourg de Guipry. La personne qui était chargée de moi, c'était le plus grand du village, c'était Louis de Normand. Il est décédé maintenant depuis pas mal de temps. Il était beaucoup plus grand que moi. Il faisait des grands pas. Et je me rappelle, pour marcher, ben, j'étais obligé de courir. Je ne marchais pas, je courais. Ouais. Bien sûr, à la Beausoleil, il y avait un groupe important d'enfants. Il y avait les filles Perret de la Rennelay, il y avait et le frère également. Il y avait d'autres garçons. À la Beausoleil, j'avais des bons copains. Là, j'avais Joseph Guilleux et Alfred Poupard. Ces gens-là, Jean-David, tous ces gens-là ont formé un groupe important à prendre la route du bourg. En passant par là à côté, on récupérait ce qu'il y avait à récupérer comme élèves. Et quand on arrivait, nous, à Trapucet, pont de Trapucet plus exactement, avant d'arriver, eh bien on trouvait les groupes qui venaient de Malon, de Baron, parce qu'il y avait à Baron, il y avait une ferme, et il y avait le moulin et puis la petite fermette à côté. Je veux dire, il y avait au moins 4 enfants, 3 ou 4 enfants. On commençait à faire des bêtises dans quoi. Bon. Non, mais c'est ça faisait déjà un gros groupe, quoi. Et la route qui emmenait de la Beausoleil à Guipry, à l'époque, elle était comment? C'était une route empierrée. 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 C'est pour ça que le long de cette route, au printemps, l'été, même tout le temps, toute l'année, il y avait des cantonniers qu'on appelle. Il y avait le cantonnier qui était affecté à la route, qui entretenait la route. Hein. Et avec les cailloux qui avaient été apportés par les agriculteurs, les propriétaires de terre, parce que je dis agriculteurs parce que ceux-là avaient un moyen de transport. Au lieu de payer des impôts
des impôts, eh bien ils étaient chargés à la place de, comme on dit, de payer, c'était les prestations, hein, ils devaient ça, ils étaient obligés de comment faire le charroi de pierre pendant une journée ou deux, par exemple, et alors ils les déposaient tout le long de la route de façon que l'agent qui s'occupait de l'entretien de la route, c'est-à-dire le cantonnier, pouvait trouver ses, comment je veux dire, ces cailloux pas trop loin de l'endroit où il bouchait les trous. Voilà, et il faisait ça toute l'année, quoi. Pour essayer de tenir les cailloux, eh bien, il prenait un peu de terre dans le fossé, dans le talus au bord de la route, et il en mettait dessus. De toute façon, alors ça faisait bien quand ça venait d'être fait, c'était pas si mal que ça. Vous savez, le matin, ce qui nous intéressait, c'était d'arriver le plus vite possible à l'école. Hein, on arrivait à l'école, ça, il y avait pas de, ça chahutait peut-être un peu, mais ça marchait. Ça marchait. La correction à l'arrivée. Mais pour le retour, ça, c'était totalement différent. Hein. Je vais vous citer un exemple, une histoire qui était vraiment pas mal. Vous savez qu'ici, dans le temps, autrefois, tous les champs étaient couverts de pommiers. La pomme était une ressource financière, si on peut dire, pour les propriétaires des terres ou des fermiers. Hein, ou des fermiers, ils ramassaient les pommes, ils allaient les vendre aux usines de Messac, et bien sûr, ça leur donnait de l'argent, ça leur permettait de payer le fermage, leur fermage, et de vivre toute l'année. Il y a des années où il n'y avait pas, malheureusement, la récolte de pommes n'était pas extra, le revenu était beaucoup moins élevé que normalement. Ben, cette histoire de pommes, il y avait donc une récolte, et cette récolte, fallait que les agriculteurs transportent ces pommes dans les usines du port de Guipry, du port de Messac, je veux dire. Et alors, bien sûr, comme il fallait voir, on avait l'habitude de voir toutes ces tombereautés de pommes ou charretées de pommes, des tombereaux pleins de pommes avec des sacs dessus et tout, tirés par des bœufs qui avaient beaucoup de mal à monter la côte du bourg de Guipry, là, parce qu'ils se mettaient à 4 bœufs pour monter la charrette et revenaient chercher l'autre après pour monter la côte. Une question, la route qui est aujourd'hui là, qui prolonge et qui s'en va du côté Super-U. La rue Saint-Michel. La rue Saint-Michel. Elle n'existait pas à ce moment-là? Elle n'existait pas. Ah, voilà. Elle n'existe, elle a été réalisée après comment je veux dire, au moment du remembrement principal. C'est ça. Par contre, de l'autre côté, celle qui s'en va, quand on arrive en bas de la côte du Puy-Vers-Loire, il y en a une à gauche qui rejoint la route de Pipriac. Oui. C'est celle-là qui a été réalisée à la fin de la guerre 39-45 par les prisonniers de guerre allemands. Alors, c'était demandé par tous les agriculteurs du coin ici, parce que quand il y avait des transports à faire, des charrois de pommes comme ça, eh bien, ils pouvaient passer par là, c'était quand même beaucoup moins difficile pour leurs animaux, pour qu'ils puissent... Ça leur faisait faire quand même un grand tour. Oui, ça leur faisait 500-600 mètres de plus, mais ils gagnaient quand même... Alors, pour en revenir, aux pommes, voilà, on a vu, il y a des charrettes qui partaient quelquefois, des gars partaient à 4-5 heures du matin, pour passer le premier, pour être le premier à passer en arrivant aux usines. Il y en avait d'autres, vous savez, ils partaient à 8 heures. Bon, quand ils arrivaient, on les trouvait sur la route, on les passait devant eux parce qu'il fallait qu'ils traînent, qu'ils suivent les bœufs, quoi. Bon, ils allaient vendre leurs pommes et vous savez ce que c'est? C'était une journée pour eux, bonne journée, si je peux dire, parce qu'ils avançaient un peu de sous. Ils rentraient. Il faut dire que certains rentraient bien sagement chez eux, mais il y en a d'autres qui quand même buvaient leurs petits coups au port, au bourg de Guipry, avant de rentrer. Voilà. Eh bien, nous, quand il y avait cette saison des pommes, les écoliers là, de la Beausoleil et tout le coin, enfin, surtout à la Beausoleil, nous, on était spécialistes un peu pour ça. On était 4 ou 5, là, disons, qu'est-ce qu'on se marrait. Quand on voyait qu'il y avait à la sortie de l'école, à l'automne, au moment de la saison des pommes, eh bien, vite à la sortie de l'école, on faisait le tour des bistrots de Guipry pour dire, mon machin, il y a la charrette à un tel qui est là. On va rentrer avec lui à la Beausoleil. On ne va pas rentrer à pied. Et alors, on allait lui demander poliment, le gars il dit, oui, vous n'avez qu'à monter dans la charrette, vous m'attendez. Bon, alors, j'arrive tout de suite. Quelquefois, c'était 1 heure après. Alors, il nous arrivait de rentrer de nuit à la Beausoleil, mais bien nuit. Et les parents, moi je me souviens de ma marraine, elle disait, vous n'êtes pas de bonne heure quand même. Je dis, oui, mais on est rentré en charrette avec Jeanne Moison. Ah bon, avec Jeanne Moison? Oh là là. Alors ça, c'était insolite. Je voyais la côte du Grand Domaine, on disait le Grand Magne à ce moment-là, celle la côte qui arrivait à la Cotelle. Il nous racontait des histoires pendables, il nous filait la trouille, c'est incroyable. Et d'un seul coup, il était là
assis sur le devant de sa charrette avec les bœufs qui piquaient, quoi. Et il disait, eh bien, une fois, je me rappelle, hein, il y avait un cierge qui suivait ma charrette. Hein. Oh là là, un grand cierge, il suivait depuis la Cricotte, là-bas, qui dit. Et il suivait, et en arrivant à la route de la Mordantais, eh ben, il a pris la route de la Mordantais, puis je l'ai vu descendre dans la cheminée du... Ben oui. Et le lendemain matin, le bonhomme était mort. Oh non. Oh là, la trouille. Oh. Et puis alors une autre fois, il nous racontait, il disait, oh là là, un soir, je rentrais, il y avait des boules de feu là qui... On aurait dit que ça courait partout. Oh là là, on rentrait. Pétoche au gamin. Oh là là, la pétoche terrible. Quand on racontait ça, je racontais ça à Mme René, mais on dit, c'est pas vrai. Bon, et puis ça se repassait comme ça. Ça, c'était les distractions de l'hiver. Mais l'été, le printemps, quand on va arriver, avant les vacances, je veux dire au mois d'avril, au mois de mai, il y avait des nids partout. Les nids partout. Je me rappelle, on allait dénicher dans les chênes, pas loin de la route, pas trop loin de la route quand même, les nids de corbeaux, les nids de pie. On allait les dénicher, hein, c'est ça. Et puis alors, il y avait tous les petits jardins du bourg aussi, on en traversait un certain nombre là. À l'époque, il y avait des accès un petit peu partout, c'était pas des routes ni des chemins, c'était quelquefois des petites sentes. Des petites sentes, Des petites sentes. Eh bien, on suivait ces petites sentes là, on savait qu'il y avait un cerisier par là, où il y avait des fraises, où il y avait des framboises. Hein, voilà, tu vois, c'est ça. Alors, c'était des trucs de gamins, quoi. Et on rentrait quand même tranquillement après. Voilà. Et à l'arrivée, les parents, qu'est-ce qu'ils disaient Ils n'étaient pas au courant de ça. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant de ça. Non, mais vous voyez bien arriver quand même. Ah oui, vous voyez bien qu'il y avait un peu de... Ah ben, dis, vous avez museux, ils disaient. Museux. Oui, vous avez musé. Eh ben, on dit oui, mais... il y avait les chiens là-bas qui nous a empêchés de passer, ou enfin, il y avait qui nous aboyaient. Bah, c'est tout, quoi. Ouais. Ça se passait assez bien, ils avaient l'habitude, quoi. Hein. J'étais à l'école privée, moi, c'est-à-dire c'est-à-dire l'école qui se trouvait en face l'EDF actuellement à Guipry. Hein, et on avait donc un directeur qui était là depuis 1905, déjà comme instituteur, et il y a pas mal de temps, il a eu alors le père Roussel, on l'appelait le père Roussel, et il était aidé dans une autre classe, parce qu'il y avait plusieurs divisions dans la classe. Hein. Il y en a 10 d'une sorte, 8 de l'autre, et ainsi de suite. Tout le monde n'avait pas forcément le même programme. Hein, c'était un travail terrible qu'il faisait. Et alors, on avait eu un instituteur, à un moment, c'est l'abbé Bérel, un grand résistant de Guipry par la suite. Ce sapristi de vicaire instituteur, c'était un chasseur. C'était un chasseur. Tout le monde dit toute la saison de la chasse. Il y allait, quand c'était les jours de chasse, on pouvait y aller le mercredi ou le jeudi, il allait à la chasse. On allait à la chasse tous les jours à ce moment-là. Et alors, il avait 2 beaux chiens de chasse. Il avait des beagles. Vous voyez, des très beaux chiens. Alors, comme il n'avait pas de chenil, eh bien, les chiens logeaient dans la classe, derrière le tableau qui était dans le coin de la classe. Sur de la paille, c'était installé là. Et le matin, quand les élèves arrivaient, alors on voyait bien les chiens, ils se levaient, ils ne disaient rien du tout. C'était vraiment extraordinaire. Et alors ils nous disaient que je ne vous vois pas balancer vos beurrés dans la cour à la récréation. La beurrée, c'était la tartine qu'on avait, quoi, de beurre ou alors le midi, pareil. Si vous devez en jeter, vous les apportez aux chiens. Voilà, c'est ça. Et alors, c'était un type vraiment extraordinaire. Lui, pendant la guerre, après, il a chassé, il avait son fusil, il avait caché le fusil sous la soutane. C'est des Allemands. Pourquoi pas. C'était un gars très bien, certainement. Oh là 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 là. Et alors, si jamais il allait à la chasse à l'époque, je me rappelle, les cartouches, c'était du carton. On disait du carton bouilli, un gros carton. Il y avait la poudre et tout. Et alors, malheureusement, s'il était à la chasse, qu'il pleuvait, vous savez, les sapristi de cartouches prenaient l'eau. Il fallait donc les sécher. C'était pas foutu. C'était un pétard mouillé, il fallait les sécher dans la classe. Alors, comme il y avait un poêle dans la chasse, au milieu de la classe, c'était comme ça, le mode de chauffage qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas d'autre chose. C'était pas mal. Il y avait la gamelle d'eau obligatoire sur le dessus du poêle pour dégager de la vapeur d'eau. Et
Et ces cartouches, il les mettait dessus aussi à sécher, à côté de gamelle. oui, alors on a vu quelquefois d'un seul coup, on était en train de crier notre table de multiplication, la tête penchée comme ça, ils étaient accrochés au mur. Alors 3 fois 2, 6, 4 fois 7, 28, et alors d'un seul coup, il y avait une cartouche, la poudre, enfin il avait enlevé les plombs hein, oui, quand même, il faut dire ce qui est, avant de les refaire sécher. C'était la poudre qu'il fallait faire sécher. Alors on en a vu quelquefois, plus d'une fois, des sacrés trucs. Alors à ce moment-là, affolé, le directeur de l'école, qui était le père Roussel, qui arrivait, il dit qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien, non, ça y est, c'est aucun problème. Je me rappelle, en 42, 43, oui, et 44, on faisait la classe dans l'appartement, dans la maison du directeur. Ah oui, c'est ça. Hein. Pendant la guerre, donc c'était... donc à l'école. Oui, et il y avait l'occupation allemande. Et il y avait l'occupation allemande. Et les Allemands étaient dans nos classes. Hein. Nous, on était logés. Moi, j'ai eu de la chance encore parce que j'étais dans les grands déjà, à 12-13 ans. Quoi. On avait le logement de l'instituteur où on pouvait faire, qui avait été aménagé en salle de classe. Mais je connais, je vois mon frère... Mon frère est revenu raccrocher facilement, mais il avait 2 ans de moins que moi. Mais c'était dans une ferme, une salle dans une ferme aux Ourmes. Il y en a d'autres, c'était dans un garage. Il faut voir un petit peu les problèmes qu'il y a eu pour l'école. Par contre, l'école des filles n'a jamais été occupée. Tu ne m'as pas parlé, dans toutes tes petites histoires, de la cantine. Qu'est-ce qu'il y avait à la cantine? Comment vous mangiez? Je peux dire, bon, il y a beaucoup de gens ceux qui habitaient le bourg, ou comme moi j'étais aux Ourmes chez mon tuteur, je rentrais le midi à la maison pour manger, pas de problème. Mais c'est eux qui étaient à la Beaucelet, Mallon et compagnie, les villages assez loin, eh bien, apportaient leur casse-croûte avec eux. Un repas froid, d'une façon générale, il n'y avait pas d'autre chose. Hein. Et par contre, l'hiver, on avait la chance à l'école privée des garçons d'avoir une bénévole, c'est-à-dire mademoiselle de Tanoirne, et faisait la soupe pour les enfants qui habitaient au loin, une soupe. Hein. Ils faisaient une soupe, si bien qu'ils avaient une soupe chaude. Ils mangeraient après leur casse-croûte, mais ils avaient le droit quand même à une soupe chaude. Alors c'était un peu la même chose, je peux dire aussi pour l'école des filles. À part, mais les filles, les bonnes sœurs, c'était un peu mieux organisé à l'école privée des filles. Il y a ceux qui voulaient, si les parents voulaient payer quelque chose et voulaient bien faire à manger pour les enfants, ils arrivaient à le faire à manger pour peut-être une dizaine de filles en plus, ceux qui avaient un peu plus de moyens que d'autres, hein, parce que malheureusement ceux qui n'avaient rien, ils se contentaient de la soupe chaude et puis de manger leur beurré, comme dit l'autre, avec un bout de chocolat quand il y en avait, quoi, ou un morceau de sucre, c'est pareil aussi quand il y en avait. Il y avait le problème à l'école, c'était pour les leçons par exemple. Le gros problème, je trouve, quand on y pense, on voit ça comme ça, quand on habitait loin, que ceux qui habitaient par ici, bon, ils partaient. L'hiver, ils partaient de là-bas, il faisait nuit. On arrivait de nuit, hein, et il n'y avait pas d'électricité. Hein. L'électricité est arrivée à Guipry, surtout partout, dans la campagne, je veux dire, entre les années 55 et 60. Hein, d'accord, tu vois, un petit peu pour question d'apprendre de leçons. L'été, c'était relativement facile, si vous voulez. Si en rentrant de l'école, les parents les avaient envoyés garder les vaches dans une pâture par là, ils pouvaient toujours emporter un bouquin et tout, et faire ça, quoi, et en apprendre un peu. Hein, c'est ça, quoi. Alors, moi, j'ai eu la chance, jusqu'au décès du père Roussel, dont je vais parler tout à l'heure, d'aller à l'étude du soir. J'avais combien, 10 ans, 11 ans, hein. C'était quand même intéressant parce que il y avait quelques personnes quand même, c'était les gens du bourg principalement. Hein, je ne vais pas dire que c'était les petits chouchous du bourg ou du port, mais
j'étais privilégié par rapport à d'autres choses. C'est ça. Moi, j'étais pas tellement privilégié, je n'avais pas de parents. Moi. Ouais, Alors, je n'intéressais pas tellement Non, le directeur, hein, ouais, ouais. l'instituteur. Mais je profitais des conseils des autres. Je me souviens très bien, moi, que j'ai appris à faire les divisions. Quand il en a parlé à l'école, pour nous faire les divisions, je savais déjà les faire. Au contact des gens, à l'étude, quoi. Oui, oui. Hein. C'est né au début de la guerre, c'est-à-dire en 40, ouais, 40 ou 41. Le maire de Guipry, c'était un militaire, monsieur Robert, un ancien militaire, un colonel. Il y a eu le secours national. Tu sais qu'on a eu dans les écoles, tous les enfants, on nous a donné des espèces de timbres. Il fallait les proposer aux gens et ramasser le maximum d'argent pour le rapporter à l'école. C'était redonné à la mairie après, redistribué, soi-disant. C'était pour les pauvres et les nécessiteux. Je me rappelle, ce colonel, j'étais très bien avec lui, il connaissait bien ma situation. Il savait bien que j'avais plus de parents, rien du tout. Et moi, quand j'ai eu tous ces timbres que j'ai eus, ben, je les ai tous vendus. À l'école, premier, moi. C'est moi qui avais vendu tous les timbres. Mais il faut dire que j'étais content. Mais la veille, j'étais à veille pour terminer ma vente, je l'avais terminée chez le colonel Repère, qui était maire de Guipry. Il m'a dit, mon petit Pierre, tu es un malheureux toi aussi, hein, tu n'as plus de parents, tu n'as rien du tout. C'est bien, tu as vendu beaucoup de timbres. J'ai tout vendu, monsieur Repère, je vous vends les derniers. Ah ben, il dit, c'est bien. Mais tu sais, tout cet argent-là, où va-t-il aller? Je crois que c'est toi qu'on a le plus besoin. Et on ne t'en donnera pas. Non, non. Ouais. Ah oui, oui. Ça, j'ai pas oublié ça. Hein. Ah oui, oui, non mais c'est sûr. Ah oui, ah oui. C'est un souvenir un souvenir très personnel, mais qui accroche. Qui accroche. Qui accroche. Et effectivement, mon tuteur n'a pas eu d'allocation spéciale pour nous. Hein, pas du tout. Tu vois. Voilà, c'est des histoires. Ben oui, c'est vrai. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et avec toutes ces petites anecdotes, disons, des fois un peu très dures, d'autres très guillerettes, d'autres sympathiques et autres. Bon, on va arrêter là notre petite conversation. Merci Pierre, bonne continuation. Bon, merci. Voilà, merci. Est-ce par espérance ou est-ce par désespoir? Dieu a quitté ta terre pour travailler ici. Maintenant tu découvres les soirs de solitude, sous le regard des autres, que tu es différent. Il est là, là, il est en toi, le pays. Et tu dis, c'est sûr, je reviendrai là-bas si je peux, oui. Tu écoutes des musiques et des chansons de là-bas. Cœur serré, tu les chantes sur ton lit dans le noir. La langue de ta mère ne t'intéressait pas. Maintenant tu veux l'apprendre, tu n'as plus honte de toi. Dans un bar tu retrouves d'autres enfants de là-bas. Vous faites dans vos rêves un pays plus beau qu'il n'est. Il est là, là, il est en toi, le pays. Et tu dis, c'est sûr, je reviendrai là-bas si je peux, oui. Bonjour Dany.
Bonjour Roger. Je suis né à Paris, mais à 2 mois, c'était pendant la guerre. Et donc, pour des raisons de commodité, pour des raisons de ravitaillement, de confort, je suis venu rester 5 ans et demi. Hein, et donc, pendant ces 5 ans et demi, et un petit peu après, j'ai vécu dans un village pratiquement qui ressemblait à celui d'un village de la fin du 19e siècle, dans son organisation, sa façon de vivre, sa façon de parler. D'ailleurs, je me permettrai au cours de la conversation d'employer des termes de ce qu'on appelait patois, mais qui maintenant est devenu gallo, qui a été ma langue de départ, hein, et que j'ai eu le plaisir de conserver et que j'essaye d'entretenir. En ce qui concerne donc cette vie que tu as menée à la ferme, dans ton enfance, c'est celle-là qui m'intéresse parce que c'est ce qui se rattache à cette jeunesse qui a disparu, où tu as réuni quand même certains souvenirs. Voilà, alors pour ça je vais m'appuyer sur un certain nombre de photos qui ont été réalisées par une de mes tantes, ma tante Germaine, et qui en 1936, c'est-à-dire c'est la période des premiers congés payés, a réalisé sans le savoir un très chouette reportage sur de la bosselée, la vie des fermes, et ça avec un appareil que j'ai conservé. Voilà ce petit appareil en lequel on mettait des pellicules, bien sûr, noir ou blanc, des pellicules noir et blanc, 6-9, gros trous. Gros trous, il faut bien préciser. Et qui a réalisé quelque chose de très sympathique. Alors la première photo, c'est une famille dans les champs, avec des tenues, on dirait maintenant des misérables, quoi, disons pratiquement, par leur tenue, hein, par la pauvreté, parce que les gens n'étaient pas riches ici, les gens n'avaient pas d'argent, ils vivaient de troc, ils échangeaient leur beurre, leur veau, enfin, et revendaient tout ça pour essayer d'avoir un petit peu d'argent, mais c'était vraiment, on dirait maintenant, on dirait la misère. Alors que ces gens-là avaient une vie très difficile, mais ils n'étaient pas malheureux. Les 3 photos qui suivent, c'est un reportage sur la période du blé, hein, le ramassage du blé avec 2 attelages qui étaient des bœufs à l'époque, hein, et cette photo est prise sur le bois de Baron. La seconde, eh bien, c'est ce qu'on appelait l'embargement, c'est-à-dire la mettre en tas des gerbes de blé. En l'occurrence, sur cette photo que l'on voit, ce ne sont pas des barges, mais des pirogues. Le pirogue étant un stockage en rond. Et généralement, il a été étudié pour les petites fermes, hein, et qui n'avaient pas besoin d'avoir beaucoup de surface. Et la troisième photo, là, c'est une scène de fin de battage, devant notre maison à la Beausset, notre maison familiale. Et il y a tout ce qu'on appelait les gens qui participaient à cette scène, c'était les batous, hein, les gens qui faisaient le battage. Voilà. Sur cette photo, il y a encore 2 personnes, ce sont des enfants, hein, qui vivent, qui commencent un petit peu à être âgés, et qui vivent encore à Messac, à Tréguilly et à Messac. On pourrait peut-être montrer cette photo. Cette photo-là. Et alors, une photo importante aussi, on en reparlera tout à l'heure, d'un personnage qui est complètement ici, à gauche de la photo, un monsieur avec un chapeau, assis sur le siédru. Le siédru, c'était, en termes gallo, c'était le seuil de la maison. Et ce personnage, j'en reparlerai plus tard, parce que c'est une figure et qui m'a impressionné, moi, quand j'étais petit gamin. Oui, c'est ça. Alors, les autres photos, alors c'était une photo de moi, mais là j'étais un petit peu plus grand, j'avais 14-15 ans, où j'allais emmener les vaches. J'étais donc le patou qui emmenait les vaches le matin et le soir à paître dans les champs, et ça c'était bien sûr avant le remembrement. Et quand tu parles de cette photo où on t'aperçoit, tu es grand, mais tu as commencé à quel âge Alors j'ai commencé à être patou vers l'âge de 7 ans. C'est là qu'on m'a fait confiance. Très jeune, hein. Pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, une responsabilité qui semblait me dépasser complètement. J'allais être responsable de quelque chose. Je partais avec un cheptel de 2 vaches seulement, 3 moutons, le chien qui accompagnait.
je n'ai, toute proportion gardée, je n'ai jamais ressenti la même responsabilité, le poids des responsabilités par la suite étant adulte. À 7 ans, on vous fait confiance, c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie. Voilà. Donc je partais avec ces vaches. Et l'autre photo, c'est une scène quotidienne le dimanche. C'était les gens du coin se réunissaient pour jouer au palais. Mais je pense que cette tradition est maintenue. Hein. On profitait de boire une bolée, de boire du cidre et de prêcheux, comme on disait, puisqu'on ne parlait pas à la Beausoleil, on prêchait. Chaque maison avait sa planche et ses palais. Un personnage qui m'a marqué étant jeune, hein, c'est un personnage énigmatique qui a vécu à la Beausoleil pendant pratiquement 35 ans, qui venait de l'étranger. Alors c'était pas un étranger bien loin puisque c'était la Belgique, mais on n'a jamais rien su de son histoire. C'était pas un caousou, hein, c'est-à-dire que c'était un taiseux plutôt. Il ne racontait rien de sa vie. Il est venu dans ce village. Il tournait entre le village de la Beausoleil, la Cotet. Et disons qu'il nous a quittés un jour par un malaise et on ne sait rien de lui. Hein. Si tu veux, je vais te présenter un petit peu ce qu'était le village à l'époque. Hein. C'était 11 ou 12 fermes, ça a été suivant les périodes, et environ une quarantaine de personnes qui vivaient à la Beausoleil. Hein. Avec bien sûr un langage qui était commun aux autres villages, avec quelques petites nuances dans la prononciation. C'est du gallo. C'est du gallo, et parfois du vieux français, du français qu'on peut retrouver dans des textes de Villon. Alors, pour le vieux français, donc j'ai déjà cité le mot patou, c'est-à-dire celui qui gardait les vaches. Les parents, quand ils s'adressaient aux enfants pour leur dire de se taire ou quand ils n'en venaient pas à bout, il était courant que les femmes disaient « taisez-vous, allum faire déconfesseux ». Alors, ça veut dire « taisez-vous, allez-vous me déconfesser ». Et se déconfesser, c'est-à-dire prononcer des gros mots. Et disons qu'à l'époque, les gens allaient à confesse et se confessaient d'avoir dit des gros mots. Voilà. Donc cette expression, on l'a souvent entendue. Voilà le vocabulaire que j'avais appris en restant pendant ces 5 ans et demi à la Beausoleil et qu'il a fallu après me défaire. Lorsque tu es arrivé à Paris, alors c'est là, tu parlais gallo. Alors je parlais gallo, mais avant, si tu veux, je vais parler un petit peu de cette période de 5 ans. Bien entendu, j'ai vécu ici, dans la ferme, à suivre les activités de mes tantes, suivre les vaches, les moutons, les veaux, etc. Mais j'ai dû aller à l'école. Hein. Et aller à l'école à cette période, c'était le bourg à 5 km. Donc à 4 ans et demi, aidé par des grands qui devaient avoir 10-12 ans maximum, hein, je partais le matin. Alors à la belle saison il faisait jour, mais à l'automne et à l'hiver on partait de nuit et on revenait de nuit. Donc 5 km aller, 5 km retour, ce qui dans mes souvenirs ne me gênait absolument pas. Seule l'école me dérangeait. Hein, parce que j'abandonnais pour quelques heures les vaches, les cochons, etc. et mon quotidien. Hein, mais pour le reste, ça se passait très bien. Sachant que dans les voyages, on partait en groupe, surtout quand il faisait nuit. Mais autrement aussi, au printemps, c'était des jeux. Avec les grands, on essayait d'attraper les écureuils. Moi, j'étais trop petit, je regardais ça, j'en ai jamais attrapé, mais c'était un jeu très agréable. Et lorsque j'arrivais au village qui est au-dessus, à la Cotet, à l'automne, quelque chose qui m'a marqué, c'était l'odeur des pommes de terre que l'on cuisait pour les bêtes. Ça avait une odeur particulière, surtout quand le vent soufflait d'ouest et arrivait dans ma direction. Et là, on se dépêchait parce que généralement, la fermière nous donnait une patate. On faisait un trou sur le dessus, on mettait un morceau de beurre et on coupait tout autour de la pomme de terre pour tremper. C'était un mets extraordinaire et c'est une odeur que j'ai conservée toute ma vie quand je sens cette cuisson, cette odeur de cuisson des pommes de terre. Voilà ce qu'a été. Alors, j'oublie quand même de dire que cette école, c'était une école qui s'appelait l'école Sainte-Philomène.
je me suis renseigné auprès des différents directeurs ces dernières années. Personne n'est à même de me dire pourquoi on a débaptisé cette école de Sainte-Philomène à Saint-Michel. Voilà. Alors, j'ai, si tu veux, une anecdote pour clore ce chapitre de l'école. À Noël, j'avais été, par le pur hasard, peut-être parce que j'étais le plus petit, sélectionné pour faire le petit Jésus dans la crèche, pour une scène vivante. Et donc nous avions été répétés plusieurs fois dans la salle du patronage, l'actuel cinéma. Donc je devais être très bon dans mon rôle puisque j'avais été confirmé. Malheureusement, les jours qui ont précédé, il y a eu de très fortes chutes de neige. Le Beausoleil étant à 5 km, le seul moyen de se déplacer était le vélo ou à pied, et les conditions météorologiques ne le permettant pas, j'ai pas pu aller faire le petit Jésus. Je n'ai jamais su si j'avais eu un remplaçant ou si cette année-là, le petit Jésus n'était pas venu à l'école Sainte-Philomène. Voilà. C'est bien, c'est parfait. Donc après cette démonstration brillante, on arrive à la période où tu pars donc en région parisienne avec ta maman. Voilà, je rejoins mon frère et ma mère à Paris. Ma mère, nous sommes en 48. Le travail, bon, elle a pu reprendre un travail. Donc, c'est le regroupement familial. Et disons que l'entrée dans la petite classe à Paris. Alors, je ne te cacherai pas que pour moi, ça a été un déchirement. Hein, je me souviens, c'était les larmes qui ont précédé ce départ. Le voyage avec les valises entre la Beausoleil et la gare de Messac, avec le voisin qui avait un cheval. Le train, le voyage qui durait 6 heures avec un changement de locomotive au Mans, enfin tous ces détails, et je passais du 19e... Il y avait une larme tous les kilomètres, oui, sinon même plus. C'était affreux, je ne savais pas où j'allais. Je passais du 19e siècle au 20e, dans un monde que je ne connaissais pas, hein, avec des habitudes complètement nouvelles, et j'arrivais donc à Montparnasse, le métro, qui pour moi était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et l'arrivée dans notre petit logement, 30 mètres carrés, à 3 ou 4, c'était vraiment fini les grands espaces. Hein. Et là, j'avoue que j'ai eu les premiers cafards de ma vie. Bon, dans ce gros chagrin, je me disais, un jour je reviendrai. Un petit peu comme la chanson de Servat. Je n'avais qu'un but, c'est de dire je vais rester provisoirement à Paris et je reviendrai. Alors le provisoire a duré 50 ans, mais j'y suis revenu. Hein. Et donc j'ai fréquenté l'école. J'ai créé l'étonnement de ma maîtresse quand je m'exprimais avec le langage que j'avais ramené de la Beausoleil. Hein. Et puis aussi peut-être certaines moqueries des enfants. C'est normal. J'ai eu un petit blocage. Mais heureusement, j'avais une petite porte de sortie. C'était mes tantes, qui étaient absolument merveilleuses, qui m'envoyaient chaque semaine des lettres qu'on me lisait, parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore lire, et qui m'expliquaient la vie de la ferme. Que devenait ma vache préférée, mes moutons, les poules que j'avais soignées, y avait-il un petit veau, enfin voilà, tout ça, c'est ce qui m'a fait tenir pendant à peu près 1 an. Après, eh bien bon, les enfants s'habituent, et puis j'ai repris le cours de ma vie. Heureusement, il y avait les vacances. Donc, les vacances de Pâques et les grandes vacances qui, à l'époque, duraient 3 mois. Je me souviens, et ça étonne encore pas mal de gens, à 7 ans, je voyageais seul, je prenais le train à Paris, et nous avions la chance inexpliquée. Les trains, Paris-Quiberon, s'arrêtaient au Mans, à Rennes et à Guipry-Messac. Ce qui était quand même assez étonnant vu le peu d'importance de cette gare. On a su par la suite qu'une personnalité de la SNCF avait sa maison à Messac et avait donc pu bénéficier, et nous avec, hein, de cet avantage. Donc on me confiait à un voyageur et je guettais pour bien descendre à Messac. Et là, je retrouvais le bonheur, les tentes et tout l'environnement.
Voilà ce qu'était pour moi la vie de Paris, hein, qui a été pendant un bon moment une vie provisoire, et la vie de la Beausoleil. Et petit à petit, ben mon Dieu, je suis devenu un Parisien, j'ai aimé mon quartier, mais sans oublier la Beausoleil. Alors si tu veux, on va parler un petit peu de ce que t'es la Beausoleil. Donc j'ai dit tout à l'heure, environ 40 personnes, rien n'était mécanisé. De toute façon, les tracteurs n'auraient jamais pu, dans les années 50, être utilisés, ou très peu, parce que les champs étaient trop petits. À chaque héritage, les gens morcelaient les terrains. Il y avait énormément d'arbres, de pommiers. Donc le seul moyen de cultiver, c'était encore la charrue, hein, un socle, et les bœufs, ou dans le village, il y avait 2 fermes qui avaient un cheval. Et le cheval était utilisé pour des travaux bien spécifiques. Les vaches, eh bien, n'étaient pas en clôture. On allait le matin les conduire, et puis on les ramenait à midi. L'été, on les reprenait sur le coup de 3-4 heures, et on les rentrait le soir pour la traite. Bien sûr, traite qui était faite à la main. Et avec ce lait, on faisait le beurre, en tournant la baratte, ce que j'ai fait pas mal de fois quand j'étais petit. Était-ce un petit peu comme dans certains villages où on vivait tout en autarcie? Tout à fait, tout à fait en autarcie. On se suffisait à soi-même avec le matériel que l'on avait. On se suffisait. Le produit laitier, le beurre qu'on fabriquait, alors, etc. Petite nuance, certaines fermes n'avaient pas de bœufs ni de chevaux. Donc il régnait une certaine entraide. Ces gens-là, un fermier venait avec son attelage et son matériel pour couper le foin quand c'était pas fait à la main, ou alors pour charruer. Et dans ces cas-là, les gens de la ferme rendaient ce service en allant travailler une journée ou 2 dans cette ferme. C'était une forme de compensation. Troc, mais il y avait une grosse solidarité, les gens étaient très liés, les celliers étaient ouverts à tout le monde. Hein. On allait boire, toute personne qui passait devant un cellier, si le patron était là, devait s'arrêter pour boire une bolée au cul du fût, comme on disait. Hein. Et parfois, c'était une dizaine de personnes qui restaient pendant... La notion de temps n'existait pas comme maintenant. On ne se précipitait pas, on prenait le temps de parler. C'est quelque chose de très sympathique. Voilà. Bon alors, de ce fait, la vie au village était une vie, disons, pleine enfin, tranquille, et pleine de mansuétude de l'un vers l'autre. Chacun, disons, appréciait, disons, de se faire aider par l'un et l'autre, et chacun avait le plaisir d'aider l'autre de la même façon. Absolument. C'était un prêté commun pour un rendu. Absolument. Et ça rentrait, disons, dans le cadre de vie d'une façon naturelle. Naturelle. Voilà. Alors évidemment, c'était idyllique pour un enfant, mais c'était, il ne faut pas l'oublier, une vie très très dure pour les gens qui travaillaient dans les fermes usées. Voilà. Et il y avait beaucoup d'animaux par ferme ou... Alors les plus grandes fermes, il y en avait 4 ou 5 qui dans le village avaient entre 7 et 8 vaches, mais les autres c'était 2 ou 3 seulement. C'était vraiment ce qu'on appelait des petites biqueries. C'est-à-dire des biqueries, c'est-à-dire des toutes petites fermes avec en plus 2-3 moutons, quelques cochons. Voilà ce qui était à peu près... Mais il n'y avait pas à l'époque disons, de laiterie qui relevait le lait. Non. Chacun conservait son lait. C'est arrivé après le remembrement. C'est ça. Après 68. Oui. Voilà. Il a fallu attendre 68. 68. Il ne faut pas oublier que dans ce village, on n'avait pas bien sûr l'électricité. L'électricité est arrivée en 53. Et l'eau est arrivée encore après. Donc on prenait l'eau, les gens venaient chercher de l'eau avec leurs seaux qu'on appelait des seilles dans les différents puits du village. Et parfois, certains étés, comme en 1947 où il avait fait très très chaud, il y avait des puits qui tarissaient. Donc les gens étaient obligés de venir d'assez loin. Donc on économisait. Hein. C'était vraiment... Entre le manque d'eau, si on peut dire, qui était uniquement au puits, et puis l'absence d'électricité. L'absence d'électricité, la vie, l'hiver, la vie avec... se passait à la chandelle À la chandelle, oui, la chandelle. Il y avait le feu, on faisait un grand feu, donc un feu qui éclairait, et la lampe à pétrole, qu'on économisait parce que le pétrole coûtait cher pour des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Hein.
la bougie était moins chère. Et puis bon, mais ce qui éclairait peu. Alors ce qui éclairait peu, et les enfants qui avaient des devoirs supposés en avoir, on ne devait pas en faire beaucoup. C'était très compliqué. De mémoire, je me souviens plus, mais je pense qu'on ne devait pas en faire beaucoup, oui. Hein, pour des raisons pratiques, quoi, disons que. Ou alors il fallait se mettre près du foyeux, comme on disait, du feu, pour essayer de lire, apprendre ses leçons, apprendre à compter, apprendre à lire. Oui, oui. Hein? Tu me disais tout à l'heure que, bon, comme me l'a dit Pierre précédemment, le matin, on partait à la nuit. On partait à la nuit. Et puis le soir, on revenait à la nuit. C'était 6 mois quasiment de l'année, ou presque. Ou presque. Ouais. Et donc, on apprenait la lecture en annonnant. Je me souviens d'une tante qui me faisait apprendre à lire le mot locomotive. Et alors, elle chantonnait L-O-L-O, M-O-M-O, T-I-T, V-E-V, locomotive. Hein, je me souviens encore de ce mot. Je préférais. Est-ce qu'il y avait vraiment un moment, disons que ce soit pour toi ou pour les autres, parce que c'était pas seulement à toi personnel, mais disons, est-ce qu'il y avait un moment de féerie, un peu de joie, un peu de... Tout à fait. Voilà. Alors, le moment de féerie, et tous les patous en parlaient, c'est quand approchaient les battages. Donc, ça résumait, on appelait ça la batterie. Alors, la batterie, c'était le village qui se rassemblait, il fallait être au moins une trentaine de personnes. Il fallait des attelages pour aller chercher le matériel. Alors, ce qu'on appellerait maintenant la locomobile, mais qu'on appelait la chaudière à l'époque, parce que c'était quelque chose qui chauffait, hein, et qui roulait, qui entraînait la vanneuse et le monte-paille. Alors, nous étions dans des régions où c'est quand même assez vallonné. Donc, je me souviens que pour aller chercher l'appareil le plus lourd, c'était la chaudière. Pour monter la côte, ce qu'on appelait la côte du Grand Domaine, qu'on appelle la côte du Grande Magne, il fallait mettre 3 paires de bœufs pour tirer la chaudière, 2 pour tirer la vanneuse, et un cheval pour tirer le monte-paille, qui lui était beaucoup plus léger. Donc tout ce matériel... Ça sacré équipé qui montait la côte. Sacré équipé, et pour nous c'était vraiment quelque chose un mystère formidable. On regardait ça, on était autour, on suivait, on avait beau nous dire sauf Tedon, on restait toujours auprès. C'était l'événement. Et puis on amenait ça dans une ferme. Alors le tout était ordonnancé et conduit par un mécanicien et mettait en route la chaudière avec des gros et entretenait le feu dedans avec des gros pavés, pavés de charbon. Ah bon, c'était des charbons qui faisaient 30 ou 40 cm sur 30 et qu'on cassait et qu'on mettait à l'intérieur mais en morceaux complets. Et à ce moment-là, quand tout était prêt, il tirait ce qu'on appelait le subiet, c'est-à-dire un genre de... On lâchait la vapeur, ça donnait comme un coup de sifflet, et là, les batous arrivaient, parce qu'on savait que ça allait être le démarrage du battage. Alors, chacun avait sa spécialité. Il nous fallait des gens pour monter sur la barge de blé, pour jeter les gerbes sur la vanneuse. Sur la vanneuse, il y avait 4 personnes. Une personne qui faisait l'engrenage, c'est-à-dire que quand la gerbe arrivait sur la vanneuse, il y avait quelqu'un avec un couteau, qui était toujours bien, qui coupait le lien. Il y avait 2 femmes qui étaient l'une en face de l'autre, qui étalaient bien, positionnaient le blé, et une personne qui favorisait la pénétration du blé, qu'on appelait ça l'engreneur. Et alors, il y avait donc 2 équipes sur chaque poste, que ce soit sur le tas de blé, sur la vanneuse, au paillet, et un groupe d'hommes les plus costauds qui, eux, réceptionnaient, mettaient des sacs dans lesquels tombait le blé, mais ils ne se contentaient pas de simplement réceptionner, ils les fermaient, ils les mettaient dans une charrette, et ils allaient les emmener dans le grenier, et ils montaient ces sacs qui étaient excessivement lourds, ils les montaient à dos d'homme sur une échelle. Alors, la dernière catégorie de personnes, et là c'était généralement des femmes, c'était les femmes qui se trouvaient sous la vanneuse, à l'arrière, où là il y avait les écorces de blé, on appelait ça des gampets.
hein, qui tombaient, qu'il fallait évacuer. Alors là, c'était épouvantable, entre la poussière, pas possible. Alors, à un certain moment, on étalait un drap quand on faisait passer de l'avoine. Parce que cette avoine, l'écorce d'avoine était récupérée pour faire les matelas. Oui. Alors ces femmes avaient généralement un foulard sur la tête à cause de la poussière, voire même des fois devant la figure. Et tous ces gens, toutes ces équipes-là tournaient toutes les demi-heures parce que il faisait très chaud, parfois c'était en plein soleil. Hein, parfois c'était à l'ombre quand on avait de la chance, quand c'était le soir par exemple, mais toutes ces équipes tournaient toutes les demi-heures, et moi, avec d'autres copains, nous étions des portouabères, c'est-à-dire des porteurs de cidre, hein, pour ces gens qui bien entendu avaient la bouche complètement desséchée, et ce que nous essayions de faire, c'était de les faire boire. Certains étaient de très bons clients. Et ces gens-là, après, étaient assez très gais, se mettaient à chanter, et c'était un petit peu la rigolade au moment des repas. Et alors, pour finaliser tout ça, alors que les gens étaient très fatigués, c'était épuisant, hein, c'était gai mais épuisant. Quand nous avions la chance d'avoir un mécanicien qui jouait ou de l'harmonica ou de l'accordéon, le soir où chantait, et j'ai même vu des gens danser. Ce qui était extraordinaire. Ça serait maintenant, les gens auraient été épuisés, auraient été se coucher. Hein. Et pour nous, petits garçons, ou petites filles, c'était formidable de voir cette fête qui se concluait comme on l'imaginait toute la journée. Quoi. Pour nous, c'était la fête, mais la fête que pour nous. Quoi. Et alors notre grande tristesse, c'était de voir repartir cette batterie et se dire, il va falloir qu'on attende 1 an pour recommencer. Il est en toi, le pays. François est issu d'une famille de cheminots. Tout enfant, le train était sa passion. Dieseliste, c'est 10 ans à la SNCF. Attaché à sa ville, à sa gare et à sa ligne, son environnement, aujourd'hui François est un membre actif de l'association des chemins de fer de Vendée. Et ça, c'était la machine que mon père conduisait sur cette ligne. En 1933, mon père roulait sur cette ligne entre Messac et Ploërmel. Et il a connu ma mère, qui était garde-barrière, avant d'arriver à Mort de Bretagne. Alors à la gare de Messac, la gare de Messac, c'était une gare importante. Alors la gare de Messac, c'était une grosse gare, hein, parce que c'était une gare de croisement. Parce que ça croisait Rennes-Redon, Quimper, mais ça croisait Châteaubriand, Bain-de-Bretagne, Messac, Guerre, Ploërmel. La gare de Messac, à cette époque-là, moi je l'ai connue avec sa bibliothèque. Les journaux, les marchands de journaux, et j'ai connu tout ça dans les années 47, 48, 49, 50, même en 50, même jusqu'en 52, 53, avec les trains d'ouvriers qui montaient sur Rennes en ce moment-là, qui étaient avec des voitures 3e classe, des 2e et 3e classe, dont les compartiments étaient séparés. Et donc, comme c'était une gare de correspondance, les gens achetaient, la bibliothèque, c'était l'intérêt des bibliothèques, c'était de rendre service aux gens qui voyageaient en ce moment-là par le train. Et comme le train mettait des heures et des heures pour parcourir, parce que la gare de Messac, la ligne de Rennes-Redon, a été mise en double voie qu'en 1913. Avant, elle était en simple voie. Et cette ligne a été construite par le réseau État à partir de 1863. 62-63, et elle a été mise en double voie qu'en 1913-14, pas avant. Hein. Alors le transport le plus important sur la ligne qui nous concerne, c'est-à-dire Messac-Guerre, mais Messac-Guerre, si elle n'avait pas été alimentée par d'autres lignes, il n'y a rien eu. C'est le fait que les minerais tirés sur la ligne de Châteaubriand, c'est-à-dire à Rouget,
les minerais de fer étaient expédiés sur Hennebont. Les forges d'Hennebont, donc transitaient par Messac. Et c'était un très très gros tonnage. Il y avait, ce qui était important aussi, c'était les pommes. La gare de Messac recevait, je ne sais pas combien de milliers de tonnes de pommes par an. Moi j'ai connu des trains entiers qui venaient le dernier d'ailleurs, il est venu de Pologne. Il a été 3 semaines en gare de Messac avant d'être déchargé. Donc les pommes n'avaient plus d'intérêt, puisque ça c'était pour la fermière. Oui, pour la cidrerie. La cidrerie. Cornic, qui était en face de la gare où il y a Cosmos. Cornic recevait aussi des pommes. Et il y avait la confiturerie Lorrain. Tout ça, toutes les pommes arrivaient là. Mais elles arrivaient de partout, pas uniquement que de Messac. Et sur la ligne de Messac à Guères, c'est-à-dire Pipriac, Mort-de-Bretagne et Guères, oui. Ça c'est surtout les... Alors, Pipriac c'était le bois, l'Oisance, qui expédiait énormément de bois. Mort-de-Bretagne, bon, c'était une gare quelconque, il n'y avait pas de trafic à part les pommes, les produits agricoles, des choses comme ça. Par contre, Guères, c'était une gare militaire. C'était la gare de Coquilhan. Ouais. Et il y avait des trains spécifiques à certaines époques de l'année qui étaient les trains de génie. Tous les trains de génie montaient parce que tout était transporté par le fer en ce moment-là. Il y avait des trains complets de matériel pour l'exercice, pour l'école de Saint-Cyr, qui transitaient par Messac. Tout ça passait là. Avant le 14 juillet, les défilés du 14 juillet, les trains étaient formés en gare de Guères, descendaient par Messac pour rejoindre Paris. Avec les chevaux, les voitures voyageurs, avec les militaires dedans, je me rappelle de ça, moi. Très très bien. C'était d'ailleurs assez impressionnant parce que comme on n'avait pas l'habitude de voir des trains de voyageurs passer là, puisque c'était fermé aux voyageurs en 1938, donc on était tout curieux de voir des trains militaires passer avec les voyageurs, enfin avec des voitures voyageurs, et puis les militaires dedans, et le matériel, et les fourgons pour les chevaux. Oui, oui. Pour la gare républicaine. Ils descendaient, ils allaient à Paris pour les défilés. Oui. Par contre, dans les années, pendant la guerre, en 1944, ils ont essayé de faire sauter le pont, les Anglais. Alors ils ont bombardé, mais chaque fois qu'ils ont bombardé plusieurs fois, d'ailleurs nous on n'est pas restés parce qu'on a été obligés de partir. Et puis réfugié chez ma grand-mère à bord. Ouais, bah c'était pour nous, on avait 4-5 ans, ma soeur un peu plus et mes cousins un peu plus, mais on était heureux ici, nous. Heureux, de courant de rien du tout, et tout allait bien. Pendant 40, 44, 45 et même on venait après la guerre, en 46 peut-être, je m'en souviens pas, on venait régulièrement voir ma grand-mère. Mais on venait en vélo forcément. Voilà. On n'avait pas de moyen de transport que le vélo. Donc en définitive, ton papa, lui, était sur les trains, mais était dans la résistance. Oui. Alors, la période qu'on a passée ici, moi, j'ai jamais vu mon père ici. Il n'est jamais là. Alors, je ne sais même pas où il était d'ailleurs. Ma mère savait peut-être, elle, je sais pas. Alors, comme Messac, dans cette période-là, Messac, c'était la gare qui était visée, forcément, hein, puisqu'il y avait eu déjà un gros problème avec la résistance qui avait attaqué un train d'essence. Alors, et puis alors qu'ils essayaient de bombarder, sans réussir d'ailleurs, à faire sauter le pont de Ploërmel, qui était juste derrière chez moi, il n'y avait rien de rassurant. Donc la décision a été prise de venir ici,
chez ma grand-mère. Et on est resté jusqu'à la libération, quand les Américains sont passés. Ouais. Et puis que le secteur était tranquille, après on est retourné à Messac. Nous, quand on était ici, on était les rois. Les rois. Ah oui, on était au courant de rien du tout, tout se passait bien. Voilà. C'était cette période. En définitive, lorsqu'on reparle de ces souvenirs d'enfance, on renvoie dans les années passées, etc. Je crois que de toute façon, c'est en parlant que ça viennent revient, le souvenir. Que ça revient, parce que j'avais donc un cousin qui était beaucoup plus âgé, lui, parisien, qui s'appelait Lucien Leclerc, et son frère, non, c'était même son demi-frère, qui s'appelle Guy. Mais Lucien, lui, il était dans la Résistance, il était à Saint-Marcel. Et je me souviens, une fois, il est arrivé ici, en vélo sans doute, en militaire. Parce que nous, on ne voyait pas de militaire ici, on ne voyait rien. Hein. Et il est arrivé ici avec sa tenue militaire. Et après, j'ai su qu'après, qu'il était à Saint-Marcel, dans les commandos de Saint-Marcel, enfin là où ils étaient tous, où il y a eu le fameux massacre. Bon ben François, merci. Eh ben écoute... il y a encore beaucoup de choses à raconter. Bah ici non, c'est fini là. On peut considérer qu'on a fait le tour, voilà, ici, là, le tour du propriétaire. Ah ouais. J'ai des bons souvenirs ici. Eh ben c'est parfait. Ah, ouais. Merci. Je suis né le 21 avril 1922. J'ai commencé à comprendre la vie dans les années 30, où j'avais donc 7-8 ans. Mon père était charron et faisait des véhicules pour tous les gens du pays, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de camion ni de auto. Il y avait une auto, une seule auto. C'était Monsieur Rissy, le fabricant de parpaings. Mes parents tenaient le café du port. Il y avait un autre café, mais pas si grand que le nôtre. Et c'était le rendez-vous des mariniers, parce qu'il y avait beaucoup de bateaux. Des bateaux, il y en avait jusqu'au premier tournant derrière le pont de chemin de fer, là. Les bateaux, avec les bateliers, le soir, venaient prendre leur tasse chez mes parents. Évidemment, les bateliers qui buvaient sec prenaient une cuite le soir à la tombée de la nuit. Et il y avait de l'animation, je vous assure. Mon père était obligé de mettre la paix avec les touchous. Les touchous, c'était les gens qui menaient les bateaux, avec les chevaux attelés par à peu près 2-3 chevaux sur chaque bateau. La réunion avait lieu tous les soirs chez mes parents. Alors il est évident qu'il y avait une très grosse animation. À l'époque, le chef de brigade s'appelait Monsieur Carrick. Monsieur Carrick, dont le fils jouait avec nous. La brigade de gendarmerie était très animée parce que les bagarres avec les bateliers et les mariniers étaient pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. Les travailleurs arrêtaient de travailler 2 ou 3 jours par an. Et il y avait la fête sur la Vilaine.
La fête d'abord, les gens se déplaçaient de Rennes pour voir l'exhibition des nageurs traversant la Vilaine, parce que mon père et les gens du port de Guipry mettaient un cochon comme premier prix à traverser pour les nageurs. Et le cochon était enduit par monsieur Morin, le forgeron, Noblet le charron, de Saint-Doux. Et les nageurs se déplaçaient de Rennes, de Redon et de partout pour pouvoir l'attraper. C'était une équipe de Rennes qui, tous les ans, emportait le cochon. Un cochon, pas un gros cochon, pas un petit cochon, un moyen cochon enduit complètement de Saint-Doux. Et là, il y avait un monde fou. J'ai fait partie de ce... Là, je ne pouvais même pas approcher auprès du cochon, tellement il y avait de monde. Hein? Et il y avait évidemment de très bons nageurs. L'équipe du Cercle Paulbert, tous les ans, remportait pratiquement le cochon. Alors, il est évident. Il y avait aussi la poêle à galette. Elle était, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait 3 ou 4. Elle était sous les halles, enduite de Saint-Doux avec du cirage. Les pièces, pas beaucoup de 40 sous. 40 sous, c'était les pièces de 2 francs. Il fallait les décoller avec les mains attachées derrière le dos et les décoller avec le nez, celui qui voulait une pièce. Alors je ne veux pas vous dire, comme il y avait des boîtes de cirage qui étaient étalées sur la plaque, la plaque, et tournait. La plaque n'était pas fixe. Alors vous la receviez sur le nez, vous la receviez sur la joue et partout. Il y avait des beaux jeunes hommes. Alors il y avait il y avait également la course aux canards. Mon père achetait des canards du côté de Fégréac et mon père les mettait dans des caisses avec une aile coupée. Il ne pouvait pas s'envoler. Et là, c'est encore une équipe du Cercle Paulbert qui ramassait le plus de canards. C'était des canards sauvages qui étaient élevés par les gens de Fégréac. Et on lâchait des canards au milieu de la Vilaine. Un terrible barouf au milieu de la Vilaine, avec les canards. Alors je peux vous dire que le port de Guipry était très animé et on s'en rappellera longtemps. Et tout le port était en émoi. Il y avait le café également chez Chrétien, Alphonse Chrétien. Le bistrot était rempli. Exactement comme chez mes parents. Et Nénette Théier, elle vendait du tabac, des cigarettes, et enfin un bureau de tabac à ciel ouvert devant sa porte, avec 2 ou 3 copines à elle. Alors je vous dis pas les bagarres, Monsieur Carrick avait dit: je me déplacerai s'il y a des bagarres. Ça, c'était le... Il y a eu beaucoup de bagarres et Carrick ne s'est jamais déplacé parce que mon père faisait la loi avec le père le père à Raoul Morin et 2 ou 3 costauds du port faisaient la loi à eux seuls.
Et forcément... Et combien y avait-il de cafés le long du port? Tout autour du port. Je ne peux pas vous les compter, il y en avait tout autour du port des cafés. Parce que les mariniers buvaient dur. Et je vous dis pas les bagarres qu'il pouvait y avoir. Hein? Il paraît qu'il cassait tout. Il cassait tout. Ah ben il cassait tout parce qu'il y avait les gros bras comme avec un ouvrier ou deux, Morin, le forgeron, qui aimait bien se battre. Mon père autant. Si vous vouliez apprendre la boxe, c'était là qu'il fallait venir. On plongeait du haut du pont de chemin de fer, là-bas. Mais pas des rails, en haut. En haut de la... Oui, de la partie supérieure du pont. Et du port de Ypres, je n'ai pas peur de le dire, j'étais à peu près le seul à faire cet exercice de plonger sur le haut du pont. Et je me suis fait recoudre une fois simplement par le docteur Spitzer qui m'avait mis 2 ou 3 agrafes là au pont. Hein. Après, ça a été interdit par le maire, M. Bellamy, a été interdit parce que ça devenait trop dangereux. Il y en a 2 ou 3 qu'on a été obligé d'emmener à Rennes, à l'hôpital. Hein, alors, c'était défendu. Alors, avec les bagarres, c'était très animé les jours des fêtes. Aussi, parce que à l'époque, M. Carrick avait dit à mon père, Monsieur Noblet, ne prenez pas ça trop au sérieux, hein, faites la police un peu vous-même avec les costauds du port. Alphonse Chrétien, le père Morin, et puis quand on a commencé à grandir, nous, 18-20 ans, là, on leur donnait un coup, parce qu'il y a vraiment des bagarres, des fortes bagarres le soir. Hein. Il y avait un guérisseur, et sa femme qui jouait de l'accordéon, là. Oh, il y en avait plusieurs guérisseurs. Il y en avait plusieurs guérisseurs. Ouais. Et il paraît qu'il y avait la queue des... Il y en avait plusieurs guérisseurs dans la cour d'Arsène Morin, là-bas. Il y avait 2 bonnes femmes aussi, là, au port, là, elles avaient un boulot fou. Oui. Elle les faisait s'asseoir et puis, tiens, tu bois une gorgée de ceci, une gorgée de cela, on va rajouter un petit peu de ceci, là, et tu vas voir. Et avant de sortir, je vais faire une prière pour toi. Alors la bonne femme se mettait en transe et puis là, et puis il se faisait payer. Hein. Hein? Ah oui, oui. La fête de la Pentecôte, c'était pas la Pentecôte. Non, c'était pas. Hein? La mi-carême. La mi-carême. Voilà. Une fête formidable qui a duré 3 semaines au port de Ypres. Ah, oui. Alors qu'est-ce qu'on y faisait? La mi-carême, il descendait des gars des Morbihanais, là. Oui. Hein, des forains, quoi. Les Hornecks, c'était des copains. Tous les Hornecks, c'était des copains. Ils venaient vendre leur camelote, là, puis de la bonne camelote, hein, attention. Hein. C'était quoi au près? C'était des copains à moi, les Hornecks, là. Oui, mais ils vendaient quelle camelote, par exemple? Tout! Tout? Ah bon. Ouais. Aussi bien des habits que des blancs. Tu voulais acheter des produits pour la cuisine, ils avaient de tout. Les Hornecks vendaient de tout. Vendaient des paniers en osier, là. Ouais. Et ils les fabriquaient devant nous.
Et la fête dans la rue des Gabelous? La fête était sous les Halles, oui. Et dans la rue des Gabelous. Voilà. Et il y avait dans la rue des Gabelous, il y avait je vais bien te dire le nom il y avait le père Fourage qui avait sa nièce qui s'appelait Lily, qui était ma copine. Ah. Oui. Lily était ma copine, elle voulait se marier avec moi. Hein? Et puis mon père a appris ça, et ma mère, ben, il y a eu le Trafalgar. Hein? Je suis Lucien Noblet. Alors, t'as de quoi raconter.